tous, petite vidéo parce que vous le savez peut-être, mais en ce moment je suis en train de faire des coachings avec des gens, des entrepreneurs qui ont des sites internet et qui aimeraient bien trouver des clients grâce à leur site internet. Et ces entrepreneurs-là se posent plein de questions et ils me les posent à moi. Et il y en a trois qui reviennent plus souvent que les autres. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'une refonte de site se passe bien? Comment on trouve des idées de choses à partager sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook, et comment on fait pour que les gens nous donnent leur adresse email. Voilà, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo dans laquelle je vais répondre à ces trois questions pour aider plus largement tout le monde. Alors première question, qu'est-ce qu'on fait pour qu'une refonte de site se passe bien? Alors déjà, pourquoi on refond son site? Parce qu'un site a une durée de vie qui est limitée. Tous les 2-3 ans, on doit refaire son site parce qu'on ne propose plus forcément les mêmes choses, parce qu'on a de nouvelles informations à communiquer, mais aussi parce que Internet évolue, les usages évoluent. Un site qui existait il y a 5 ans et qui n'était pas responsive, aujourd'hui on doit le refaire parce qu'on veut avoir un site qui s'affiche bien sur un mobile par exemple. Donc voilà, on sait que tous les 2-3 ans, il faut refaire son site pour qu'il soit plus dans l'air du temps. Alors qu'est-ce qu'on doit faire prioritairement? Première chose, lister les pages de mon site qui rapportent du trafic, parce qu'on va vouloir s'assurer sur nouveau site de bien avoir ces pages pour pouvoir toujours se positionner sur les mots-clés qui nous ramènent des visiteurs. On va prévoir aussi ce qu'on appelle des redirections 301. La redirection 301, c'est une instruction qu'on donne au navigateur pour dire cette page-là, elle n'existe plus. Si l'internaute essaye d'accéder, il faut l'envoyer sur cette autre page. En plus, ça donne une info qui est importante à Google. Cette page-là est supprimée, c'est celle-ci qui la remplace et qu'il faut référencer à la place. Ces deux choses sont super importantes en amont de la refonte. Une fois qu'on en est, ça y est, tout est prêt, c'est demain qu'on va faire la mise en ligne. On coupe toutes les campagnes publicitaires. On ne va pas envoyer du trafic vers un site qui ne fonctionne pas puisqu'il est en travaux. Donc on coupe tout et on en profite pour modifier les URL puisque on envoyait du trafic vers une page A. Maintenant cette page A n'existe plus. On va mettre l'URL de la page B qui est la page qui existe et vers laquelle on veut envoyer les visiteurs. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, une fois que la refonte s'est bien passée, on peut relancer les campagnes. Et on va devoir également refaire le sitemap. Donc le sitemap, quatrième chose, c'est un outil, un fichier au format XML qui est lu par Google et qui lui permet d'être aiguillé dans ses visites sur notre site internet quand il scanne nos pages. Donc c'est très important que le sitemap soit à jour avec les bonnes URL de page. Cinquième chose, on va aller donc sur Search Console, qui est aussi l'outil dans lequel on lui donnera le sitemap, et on va demander à Google de venir examiner notre site. Ça y est, il est fini, maintenant on veut faire venir Google pour qu'il voit les modifications et qu'il référence bien nos nouvelles pages. Et sixième chose, on va s'assurer que le tracking est fonctionnel, que sur le nouveau site on a bien toujours notre code analytics et que nos objectifs de conversion dans leur configuration pour l'ancien site fonctionnent toujours. Des fois ça marche encore, des fois ça marche plus parce que le site a trop changé et dans ce cas-là il faut reconfigurer de zéro les objectifs pour qu'ils continuent de fonctionner. Voilà donc tout ce qu'il faut faire, 6 points à bien respecter pour ne pas rater sa refonte de site internet. Deuxième question, c'était comment trouver des idées de choses à partager sur Facebook. Sur Facebook, c'est très important de partager à l'internaute de l'info qui l'intéresse, même si elle est un petit peu éloignée de votre activité. Alors comment on fait? On va se fixer un calendrier type de publication. Par exemple, on va se dire tous les lundis je publie une citation, tous les mercredis je publie un nouvel article de mon blog, tous les vendredis je mets un petit gif rigolo, voilà. Et du coup ça va être beaucoup plus simple parce que là je cherche des citations, je cherche des idées d'articles, je cherche des gifs. On n'est pas toujours dans le flou et on est plus aidé dans la recherche. Qu'est-ce qu'on peut partager du coup? Des articles qu'on a trouvés qui nous semblent intéressants, des publications d'autres pages, nos propres articles à nous, nos vidéos, nos infographies, nos images. On peut publier un peu des coulisses de ce qui se passe chez nous, de ce qui se passe dans notre équipe. Ça c'est intéressant. Et vraiment l'objectif c'est de toujours trouver de l'information qui aide notre internaute, qui aide notre fan et notre client. Par exemple, moi je vois pas mal de cabinets de comptables qui ont des articles sur comment trouver des clients. C'est pas leur boulot, mais ils savent que leurs clients ont besoin de clients. Donc, ils partagent ça sur les réseaux sociaux et c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'est important. Il y a plein de choses à raconter. On peut parler de nos produits, de leurs avantages, de notre marché, de nos partenaires. On peut parler d'énormément de choses sur Facebook
Tant qu'on s'aide avec un calendrier de publication qui est bien strict, on trouvera nos idées beaucoup plus facilement. Voilà, et donc dernière question qui est revenue assez fréquemment dans les coachings, c'est comment je fais pour que les gens me donnent leur adresse email. Aujourd'hui, l'email, c'est hyper important parce que c'est quelque chose qui vous appartient. Lorsqu'on a une communauté sur Facebook, par exemple, on sait que la portée qu'on a auprès d'elle est de plus en plus réduite. Aujourd'hui, on a environ 10% de nos fans seulement qui voient nos publications. Ce qui veut dire que le mail, c'est vraiment un moyen qui reste hyper important. Donc comment on fait pour qu'un internaute qui est sur notre site ait envie de nous donner son adresse mail? On lui offre quelque chose. On lui offre un cadeau, on lui offre un document, une réduction, on lui offre quelque chose pour qu'il ait une bonne raison de nous donner son adresse mail, parce qu'on sait qu'il est déjà très sollicité, qu'il reçoit tous les jours des dizaines et des dizaines de spams, donc on lui donne envie. Par exemple, le site Esprit, donc les vêtements, si on s'inscrit sur leur newsletter, ils nous offrent 10% de réduction sur la première commande. Et je le sais parce que je l'ai fait. Et voilà, donc j'ai donné leur adresse mail et maintenant fréquemment je reçois des bons de réduction et ça m'arrive de recevoir un bon de réduction le samedi matin et puis le samedi après-midi je suis dans le magasin pour en profiter. Donc c'est vraiment hyper important. Par contre, quand on dépense de l'énergie pour créer quelque chose qu'on va offrir à l'internaute, il faut qu'on soit sûr que derrière, on va en faire quelque chose de son adresse. Donc, il faut qu'on ait derrière toute une stratégie d'email marketing qui va permettre de lui transmettre de l'info et qui va le permettre soit de le transformer en client si c'est juste un prospect, soit de le fidéliser si c'est déjà un client. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir derrière des mails qui s'envoient de façon régulière avec une information qui apporte de la valeur. Voilà, ça c'est très important, de façon à ce que les gens ne se désinscrivent pas parce que ce qu'on leur donne c'est intéressant et ne nous oublie pas parce que quand même on reste en contact avec eux. Voilà, n'hésitez pas à poser vos autres questions par exemple en commentaire sous cette vidéo et je ferai bientôt une autre vidéo pour répondre aux nouvelles questions. A bientôt!